Docteur Carmen Edith Belley Rodriguez. Le poids d'un flocon, douleur, recherche et résilience. Vous êtes dehors pendant une douce nuit d'hiver. Les sons sont tamisés et vous êtes confortablement couché dans la neige. Des petits flocons tombent du ciel et se déposent sur votre visage. Vous sentez leur fraîcheur sur votre peau chaude, mais vous ne sentez pas leur poids, tellement ils sont petits et légers, tellement leur poids est insignifiant. Insignifiant. Et pourtant, combien de branches sont courbées par le poids de la neige? Combien de montagnes sont ensevelies par ces 6 petits flocons cumulés un à la fois? Quels sont les flocons dans votre vie avec lesquels vous arrivez à bâtir des montagnes? Moi, un de mes premiers flocons importants pour mon parcours, ça a été la première fois que je me suis retrouvée sur ce tapis mauve pour présenter à la première édition publique du Think Talks. J'étais étudiante au doctorat pleine d'espoir, puis peut-être comme d'autres personnes ici, parfois la fin de mes études me donnait le vertige. J'avais l'impression que j'avais autant de chances de décrocher un poste de prof que de trouver une montagne enneigée dans le désert. On a tous des défis comme ça. Parfois, les défis semblent lointains, irréalistes, presque impossibles. Mais on gravit beaucoup plus de montagnes que ce qu'on le pense. Retournez dans votre vie il y a 10 ans. Repensez à toutes les sphères de votre vie. Si j'apparaissais devant vous à ce moment-là, puis je vous décrivais votre vie d'aujourd'hui, est-ce que vous me croiriez? Que ce soit en lien avec votre famille, vos études, votre travail, les défis auxquels vous avez fait face, les défis que vous avez surmontés, votre force, votre résilience, votre sagesse ou n'importe quelle autre expérience que vous avez vécue dans les 10 dernières années. Certains défis se surmontent de façon un peu plus naturelle avec le temps comme ça. Mais il y en a d'autres pour lesquels c'est plus difficile, pour lesquels on dépend un peu du contexte. On ne contrôle pas tout. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il y a 3 concepts clés sur lesquels je base beaucoup ma recherche, mais qui m'ont aussi beaucoup aidé sur le plan personnel et sur le plan professionnel aussi. Le premier, c'est d'avoir un objectif plus grand que soi. Ça, c'est quoi? C'est l'idée d'avoir un objectif qui dépasse nos intérêts personnels immédiats. Donc oui, on peut penser au fait de contribuer à une cause, le fait de contribuer à une communauté, mais ça peut aussi être le fait d'être près de nos proches, de les soutenir, de partager des moments heureux avec eux. Puis le fait d'avoir ce genre d'objectif-là, ça soutient 3 besoins essentiels. Ça nourrit le sentiment d'appartenance, le fait d'appartenir à un groupe et de sentir qu'on contribue à un groupe. Ça fait en sorte qu'on a souvent des attentes générales beaucoup plus positives dans notre vie. Puis le fait d'avoir des attentes positives, par exemple, par rapport à la douleur, c'est associé à une meilleure trajectoire. Ça nourrit aussi le sentiment d'autonomie, parce qu'on fait des choix vers un but. Puis le fait de faire des choix en général, ça a un impact très positif aussi dans le domaine de la douleur. Par exemple, en recherche, on se rend compte que juste de contribuer à choisir notre traitement, ça fait en sorte qu'on a une meilleure expérience en lien avec la douleur que si on fait le même traitement sans avoir fait de choix. Ça nourrit aussi le sentiment de compétence. Quand on se sent compétent, on active dans notre cerveau le circuit de la récompense ou le circuit de la dopamine. Le fait d'activer ce circuit-là régulièrement, ça fait en sorte qu'on est plus motivé en général à faire face à différents défis. Moi, par exemple, un de mes objectifs plus grands que moi, ça a toujours été de contribuer positivement à la société puis d'aider les autres. Ça a été la raison qui a beaucoup aidé à ce que je persévère dans des moments où il y a eu des défis tellement grands que j'ai tout remis en question. Ce genre de moment-là où on se demande « Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi est-ce que je continuerais à mettre ne serait-ce qu'un flocon de plus pour aller dans cette direction-là? » Donc, un objectif plus grand que soi. Deuxième concept, tout comme nos pas laissent des traces dans la neige, nos choix laissent des traces dans notre cerveau. Et on fait toujours un pas dans une direction ou dans une autre, que ce soit conscient ou inconscient. En fait, je travaille beaucoup avec le conditionnement. Notre cerveau fait toujours des liens. Puis il apprend beaucoup en fonction de nos gestes répétés et de nos expositions répétées. Donc, quand on répète certaines expériences, on renforce des liens ou on peut en diminuer d'autres. Par exemple, s'il y a quelque chose qui nous fait peur, on peut avoir tendance à se protéger puis à éviter une situation. Peut-être qu'en ce moment, vous pensez même à certaines situations, certains contextes dans votre vie auxquels vous avez tendance à éviter un petit peu plus. C'est normal, on en a tous.
Moi, ça m'arrive, par exemple, quand je procrastine une tâche parce que je sens que je ne suis pas assez bonne pour la faire. Quand je me réfugie dans ma peur puis que j'active mon circuit de la peur dans mon cerveau, je me sens un peu plus figée, comme si j'étais prise dans de la glace. Par contre, quand j'arrive à prendre un pied de recul, même si je ne fais pas ma tâche tout de suite puis que je décide de me reposer ou que je décide de me changer les idées, juste le fait de faire un choix conscient puis de me dire « je vais faire ça pour telle raison parce que c'est mieux pour moi », plutôt que de me renfermer dans ma peur, j'active d'autres circuits dans mon cerveau. Le fait d'activer ces circuits-là dans mon cerveau, ça l'habitue à s'activer plus facilement. Donc, je suis capable beaucoup plus facilement par la suite de faire des choix proactifs, puis faire des choix qui vont m'empêcher de rester pris dans la peur, qui vont m'empêcher de me sentir pris dans de la glace. Donc, on fait des choix conscients. Troisième concept, on a l'impression que pour se rendre à un but, il faut y aller en ligne droite. Pour se rendre à la montagne, il faut prendre le chemin le plus direct. Parfois, on a besoin de contourner un obstacle ou de se réfugier dans un refuge pour se réchauffer un certain temps avant de continuer notre chemin vers notre montagne. En fait, ces détours-là sont même essentiels. Selon le modèle systémique ou le modèle biopsychosocial, qui sont beaucoup utilisés dans le domaine de la douleur, les sphères de nos vies, ce n'est pas des cases séparées. Ils interagissent entre eux, ils s'inter-influencent. Et ils sont tout aussi importants pour nous aider de façon directe ou indirecte à atteindre nos buts. Par exemple, pour oublier la douleur, est-ce que c'est plus facile de le faire quand on est en train de faire nos exercices de physiothérapie qui sont directement associés à notre traitement ou quand on fait justement des exercices, des activités qui nous passionnent et qui nous changent les idées? Même si les exercices sont super importants pour notre traitement, les activités qui nous passionnent, qui nous font oublier tout le reste, ils jouent un rôle crucial. Sinon, c'est comme si on essayait de cumuler de la neige juste sur des pointes, sans versant. Ce ne sera pas stable. Puis on ne pourra pas en cumuler beaucoup. Donc, toutes les sphères de nos vies qu'on renforce, c'est comme les versants de notre montagne, qui font en sorte qu'on est capable de cumuler plus de neige de façon plus stable, et ça nous aide à faire face à nos défis plus grands. Moi, par exemple, je me suis fait dire plusieurs fois que mon implication au Paint Talks, c'était une perte de temps, parce que ça n'allait pas m'aider directement à ma carrière, puis je me tirais dans le pied en faisant ça. Mais j'ai continué à le faire parce que c'était important pour moi. Ça me passionnait, mais surtout, ça répondait à mon objectif plus grand que moi, de soutenir les autres et de faire une différence positive. Puis finalement, ça a beaucoup aidé dans ma carrière. Donc souvent, ce sont ces détours-là qui ne sont pas nécessairement stratégiques, qui nous aident à nous approcher de nos buts, mais surtout à nous rendre jusqu'à notre montagne. Cette photo-là elle a été prise dans un des endroits les plus arides du monde. Et pourtant, en juin dernier, il y a eu un phénomène impressionnant. La montagne s'est retrouvée enneigée. Il a fallu certaines conditions particulières pour que ça arrive. Mais comme dans nos vies, on ne contrôle pas toujours notre environnement, on ne contrôle pas toujours notre contexte. Par contre, le fait de clarifier c'est quoi notre objectif plus grand que soi, ça peut nous aider à réaliser que finalement, notre objectif n'est peut-être pas si irréaliste que ça. Il est peut-être plus réalisable, mais peut-être pas de la façon dont on l'avait imaginé, ni au moment dont on l'avait prévu. Puis le fait de continuer à faire des pas dans cette direction-là, ça contribue à ce qu'on puisse transformer la douleur ou la souffrance en résilience et l'impuissance en espoir. Et donc vous, quel est votre sommet plus grand que vous? Quels sont les petits flocons que vous pouvez ajouter, un à la fois, pour bâtir votre montagne? Merci.